Salut Internet. Si vous n'avez pas vu passer ça récemment, c'est que vous vivez dans une grotte. Tout ce foin autour de cette expédition touristique un poil dangereuse m'a donné envie de me plonger, sans mauvais jeu de mots, dans les circuits touristiques les plus tordus et douteux qui existent à travers le monde, et vous allez voir, il y a des dingueries. Une petite visite guidée de Medellín avec l'un des plus grands trafiquants de farine nasale de l'histoire, ça vous tente ? Ah, on commence sur les chapeaux de poudre, messieurs dames. L'ancienne Gotham colombienne propose de nombreux circuits touristiques, dont certains dédiés à ce bon vieux Pablo Escobar. Et parmi tous, une pépite. La petite visite guidée avec un des anciens chauffeurs du criminel. Au programme, la cathédrale, la maison qui a servi littéralement de prison dorée à Pablo et dont il s'est évadé quand ça a commencé à sentir le roussi pour lui. Passage obligé par le cimetière et sa tombe bien fleurie où le chauffeur essaie de refourguer le merche comme il peut. Et enfin, le Saint Graal, la cachette d'Escobar transformée en musée. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer quand vous pensez au baron. Des fenêtres criblées de balles, des motos, de belles voitures, un jet ski, des billets géants, des barreaux, des représentations géantes de lui. Bref, on est dans Narcos. Mais le clou du spectacle, c'est lui, Roberto Escobar, aka El Frero del Barono de la Coco. Certes, bien moins connu, mais tout autant baigné dans les affaires. Il a même été recherché et emprisonné. Heureusement pour nous, ou pas, je sais pas, he is back pour nous faire visiter, moyennant 100 balles par tête quand même. Mais à ce prix-là, il vous raconte lui-même l'histoire de la famille et pose fièrement devant son avis de recherche. De quoi mettre en rogne ceux qui considèrent les Escobar comme des truands et des meurtriers. N'oublions pas qu'ils sont quand même à l'origine de milliers de morts. Ah non mais l'éthique du truc est pas folle. Après, ça reste moins limite que le mec qui organise le Make Your Own Coco Tour. Une vraie visite des vraies usines de fabrication de farine. Ah, ça doit leur emboucher une narine aux touristes. L'entreprise Fun Dallas Tour vous propose le Kennedy Tour. Pour un maximum de fun, donc, vous visitez les lieux emblématiques du 22 novembre 1963, le jour où Kennedy a perdu la vie. Plusieurs formules sont proposées, mais si vous voulez le package complet, comptez $125 par personne. À ce prix, et pendant plus de 6 heures, vous déambulez dans les rues de la ville pour vous rendre au Grassy Knoll, le talus d'herbe où la plupart des gens s'étaient rassemblés pour voir le président passer. Ou encore, juste en face, la célèbre Dealey Plaza, que Kennedy et sa femme ont longé en voiture. D'ailleurs, sur la route, une croix marque son emplacement au moment du tir. Et là, quand on y pense, c'est un peu le malaise quand même. Dites-vous, les visiteurs ont même la possibilité de se rendre à Patton Avenue où un policier avait été tué alors qu'il avait interpellé un suspect. Mais l'exclusivité de ce tour, c'est le Sixth Floor Museum. Ce musée est un ancien dépôt de livres scolaires où le tireur aurait pu se trouver au moment de l'attaque. Et comble du sensationnalisme, les fenêtres d'où proviendrait le tir ont été protégées par une vitre et une arme identique à celle retrouvée sur les lieux le jour de la tragédie et même exposée. Évidemment, on n'oublie pas le passage à la boutique de souvenirs, parce que le décès d'un président, ça mérite quand même bien un petit magnet sur le frigo, ou un bateau lance-torpille en pins sur le revers de la veste. Vous vous rappelez de Jamal, le héros de Slumdog Millionnaire ? On le voyait déambuler dans Dharavi, l'un des plus grands bidonvilles au monde, situé à Mumbai. Ce dédale d'habitations d'infortune a une densité hallucinante, environ 1 million de personnes qui s'amassent sur un peu moins de 3 km². Si je vous en parle, c'est que des opérateurs proposent à partir de 5 € de plonger au cœur de cette marée humaine avec leur Slumdog Millionnaire Tour. La balade de 2 heures est guidée par un résident de Dharavi qui mène les touristes au travers des petits commerces locaux, mais aussi au cœur des ruelles d'habitation insalubres. Le moment phare de l'attraction, c'est quand les visiteurs constatent que la longueur de chaque pas qu'ils font équivaut à la taille d'une habitation. Le tour se finit dans une fabrique de poterie, et c'est pas un hasard. La poterie est une des plus grosses industries et source de revenus des habitants de Dharavi. Le bidonville générerait jusqu'à $1 milliard de chiffre d'affaires chaque année grâce à la production de cuir, au recyclage ou encore à l'industrie textile. De quoi sortir des clichés peu nuancés sur la pauvreté. Même si ça contribue à déstigmatiser cette population, l'initiative d'aller voir comment les plus modestes vivent, ça reste un peu moyen. Mais n'allez pas croire que ce type de tourisme voyeuriste date d'hier. Le terme slumming nous vient de Londres. Au départ, il désignait le fait de se rendre dans les slums, littéralement endroits délabrés et par extension bidonvilles, afin que les riches viennent voir comment les pauvres de East End vivaient à la fin du 19e siècle.
Si vous vous rendez à Phnom Penh, au Cambodge, plusieurs circuits touristiques vous proposeront de visiter Chang Ek. Situé à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de là, Chang Ek est un lieu où les Khmers rouges ont tué plus de 18 000 personnes dans les années 70. Si je remonte un peu dans le temps, entre 75 et 79, le nom officiel du Cambodge était le Kampuchea démocratique. À ce moment-là, il était dirigé par Pol Pot et son groupe, les Khmers rouges. Ils mettent en place un régime totalitaire ultra violent et organisent une répression très brutale. Il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre total de victimes du régime de Pol Pot, mais on l'estime à environ 1,7 million. Chang Ek a été un lieu exploité pour commettre des massacres de masse. Parmi les 18 000 victimes, près de 9 000 ont été découvertes dans les fosses communes du site. La plupart ont été exhumées afin de montrer aux visiteurs l'horreur de cette période très sombre de l'histoire cambodgienne. Un monument a été érigé où l'on peut apercevoir les ossements des milliers de victimes. L'endroit est donc à la fois un lieu de recueillement, un ossuaire, un musée et un circuit touristique. Je vais pas vous mentir, quand vous voyez qu'il s'agit de la deuxième activité touristique à faire à Phnom Penh sur TripAdvisor, ça fait quand même bizarre. Mais au-delà de ça, faut le reconnaître, ce genre de lieux sont évidemment indispensables pour le devoir de mémoire et du rappel de toutes les atrocités dont l'être humain est capable envers lui-même. Pire que les serial killers, les bienséances killers. Des organisateurs de circuits touristiques proposant des visites guidées des villes selon l'histoire d'un tueur en série. Vu les séries à succès ces derniers temps, ils se sont positionnés sur un sacré filon. Charles Manson, John Wayne Gacy ou encore Jeffrey Dahmer. Imaginez en France si on avait fait ça avec des auteurs de faits similaires. À Milwaukee, selon les opérateurs, vous pourrez donc vous rendre devant l'ancien emplacement de l'immeuble de Dahmer, dans les bars où il repérait ses victimes, devant l'hôtel où il a commis un de ses 17 meurtres. Comptez environ 40 $ par personne. C'est un peu dérangeant, surtout quand on tombe sur ce type de commentaires sur le site où on peut acheter notre billet. Quel est l'âge minimum pour le tour? Ma fille veut vraiment y aller, mais elle n'a que 11 ans. Moi, à 11 ans, le seul méchant que je connaissais, c'était Kaiba. Évidemment, ça fait un poil crisser des dents les familles des victimes qui voient le meurtrier érigé en symbole de la pop culture, mais aussi les lieux des drames transformés en attractions touristiques. C'est exactement le reproche qui avait été fait à la série sur Jeffrey Dahmer, qui rendait le personnage presque sympathique. Direction la Lettonie et plus précisément la ville de Liepāja, au sud-ouest du pays, à moins de 2 km des côtes de la mer Baltique. Avec tous ces circuits touristiques dingues, il fallait bien se poser pour souffler un peu. C'est pour ça que j'ai cherché un coin sympa pour dormir et c'est comme ça que je suis tombé sur la prison de Karosta. Sympa en vrai, regardez ça. Petite façade austère, enceinte de l'hôtel Spartiate, jardin à l'anglaise inexistant et chambre sobrement glauque et inhospitalière. Oui, parce que la prison de Karosta a été reconvertie en hôtel. C'est ça la vibe Doc7 finalement. Je vous dégote de l'insolite à chaque coin de rue. Et le délire ne s'arrête pas à mettre un lit queen size dans la cellule du maton. L'hôtel vous propose de faire l'expérience de la vie en tôle. Au programme, enfermement dans des cellules, exercice de marche militaire, course dans les couloirs en portant un masque à gaz, atelier gravure sur les murs de la prison, et bien sûr, parce qu'on n'est plus à ça près, petit jeu de rôle où vous n'acceptez pas de vivre sous le régime soviétique. En équipe, vous décidez donc de fuir et de passer la frontière pour un avenir meilleur. L'expérience est réservée aux groupes de 10 à 40 personnes. Vraiment, la prison de Karosta a énormément à offrir. Elle propose également un escape game et des tours sur le thème du paranormal. Oui, parce qu'évidemment, la prison est hantée. À moins que ce soit un des visiteurs coincé dans une cellule. Et du coup, ce serait cool de le libérer. Ouais, non, mais avec toutes ces activités disponibles, on sait plus qui est qui. Bon, et dernière chose, j'attends de voir les plus assidus parmi vous qui pourront me dire dans quelle vidéo j'ai déjà parlé de cet hôtel prison. La Caminata Nocturna. Ah, c'est joli dit comme ça, hein. Mais je peux vous dire qu'on va atteindre le summum du mauvais goût avec cette petite balade nocturne. Le parc Eco Alberto vous propose pour la très abordable somme de 350 $, de vous mettre dans la peau d'un migrant qui passe la frontière américano-mexicaine, tout en restant dans la légalité évidemment. Et ils ont mis les moyens pour que l'immersion soit totale. J'ai dépensé sans compter. En plus de se taper 4 heures de marche dans un espace complètement inhospitalier avec une faune sauvage bien réelle, les participants se font courser non seulement par de faux gardes-frontières qui patrouillent, mais aussi par des faux cartels de drogue. Et si tu te fais prendre, c'est pas un simple game over comme dans un jeu d'immersion classique. Non, là tu peux littéralement te faire faussement exécuter avec une balle à blanc. Ah oui, c'est cocasse. Et si vous trouvez que c'est pas encore assez extrême comme expérience, vous avez un forfait 6 heures et plus à 500 $. Dommage qu'à ce prix-là, il n'y ait pas Donald pour vous courser en personne.
Vraiment, je comprends pas à quel moment tu te dis que se faire courser comme des migrants mexicains à 100 km de la frontière, c'est marrant. Par contre, je jette pas la pierre à la communauté autochtone qui propose cette expérience. Ils l'ont fait dans le but de sensibiliser au sort de ceux qui partent toujours plus nombreux en quête du rêve américain. L'excursion se finit d'ailleurs par un spectacle de flambeaux où chaque torche représente un de leurs habitants qui a laissé la vie dans cette aventure. Le tour permet d'employer et de rémunérer des villageois alors que l'essentiel de leurs revenus proviennent de la diaspora qui vit de l'autre côté de la frontière. Et c'était notre dernier stop, messieurs dames. J'espère que vos vacances en ce moment sont un chouïa plus calmes que celle-là et que globalement vous passez un bel été. Pour ceux qui taffent, évidemment, force à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À très vite, Internet.